Le regard des beaux-parents qui ne croient pas en vous. Elle dit à sa fille, ouais, j'ai peur. Elle dit, mais t'as peur de quoi? J'ai peur qu'il t'amène vivre en Algérie. Mais je suis né à Marseille, je vis à Marseille. Elle dit, mais Marseille, c'est l'Algérie déjà. C'est un pléonasme ce que tu racontes. À 46 ans, il est devenu le premier humoriste à jouer au Vélodrome. Et Redouane Bougueraba s'offre désormais un nouveau défi. Il vient de réaliser son premier film, Délocalisé, avec l'un de ses frères, Ali. C'est de cette comédie tournée en Inde qu'il est venu nous parler, mais aussi de sa famille, de sa vie à Londres et bien sûr de Marseille. Le 12 mars, vous sortez votre premier film en tant que réalisateur, Délocalisé, une comédie sociétale et un brin romantique qui s'est tournée notamment en Inde, à Calcutta. Vous la réalisez avec l'un de vos frères, Ali Bougueraba. Racontez-nous comment vous en êtes arrivé à passer derrière l'autre côté de la caméra et aussi de l'autre côté de l'océan Indien. Il y a 4 ans de ça, j'ai été approché par 2 auteurs. Ils sont venus me voir à la sortie d'un spectacle, qui sont Germain Blot et Cédric Donne. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Redouane, voilà, on adore ce que tu fais. On t'a vu dans plein de films en rôle secondaire, notamment La vie scolaire. On s'est régalé. La vie scolaire, vous l'avez vu, prof de sport, ping-pong, tac, 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 ping-pong, sport le ping-pong, qui est devenu culte. Et ils m'ont dit, voilà, nous, on voudrait te voir en premier rôle. Et la meilleure façon qu'on ait de te voir dans un premier rôle, c'est d'écrire ce premier rôle pour toi, sur mesure, et tu peux participer à l'écriture. Du coup, le projet, j'ai dit, OK, on fonce, on écrit un truc. Vous avez le thème? Ils ont dit, ouais, on a le thème. Le père de Germain travaille dans une usine de matelas qui a été délocalisée. Du coup, on a eu le thème de la délocalisation. Après, pourquoi on est parti en Inde? Parce qu'on aurait pu délocaliser au Maroc, en Pologne, en Chine. On a choisi l'Inde parce que voilà, c'est cinématographique. Il y a Bollywood, la plus grande industrie de cinéma au monde. On a grandi avec les films indiens d'Evdas, on est fan de Slumdog Millionnaire, de Lion, et on s'est dit, on va aller en Inde justement pour dépayser le spectateur, pour nous dépayser à nous. Il y a le choc des cultures, et il y avait de quoi raconter, quoi. Et vous êtes resté combien de temps sur place? On est resté 44 jours. On a fait 44 jours de tournage, plus une semaine. C'était un peu plus long. Votre frère a même confié que certaines choses du film avaient été retouchées, les trouvant trop clichés sur l'Inde. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de cette délocalisation? C'est quoi votre meilleur souvenir là-bas? Le meilleur souvenir là-bas, c'était de tourner dans les rues en Inde. De pouvoir tourner avec les gens qui traversent, de la beauté du pays et te dire je suis à l'autre bout de la planète. Personne ne me connaît. Un anonymat total. Il y a une scène sur un pont, un moment où je traverse un pont et la caméra elle est en longue focale. Je traverse, mais personne ne me connaît. Là, je traverse Marseille ou je traverse Paris, je m'arrête, je fais des photos, je discute avec les gens. Là, j'ai traversé dans un anonymat total et c'était un super kiff. Mais tourner avec des acteurs indiens, même les acteurs français, c'était génial pour moi. On se retrouve, on tourne avec Josiane Balasco, Antoine Gouy, Vanessa Guide, Hassanoudine, c'était un super kiff. Et le pire souvenir de ce tournage? C'est pas un pire souvenir, c'était un souvenir stressant. J'ai une scène quand même où je conduis un scooter dans la rue de Calcutta, je traverse un pont, c'est comme les Anglais. Nous on conduit à droite, eux c'est à gauche, avec quelqu'un dans le dos, un casque, fallait décrocher un téléphone, donc c'était beaucoup de stress. J'aurais pu me rater, mais j'ai fait mes cascades comme Tom Cruise. La sortie de ce film, est-ce que vous l'appréhendez plus, moins ou autant que votre show au Vélodrome? Le show au Vélodrome, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne pense pas qu'il y aura un truc qui va plus me stresser que le stade Vélodrome. C'est dans ma ville. Là, ça va sortir le 12 mars. Ça sera dans tous les cinémas de France. Donc c'est vrai qu'il y a une appréhension. Mais ce n'est pas l'appréhension que j'ai eue avec le Vélodrome. Le Vélodrome, c'était un stress. Il y avait des invités de marque. Il y avait Jules, il y avait SCH, il y avait la Funky Family, Alonso, Soprano, Jimmy Sachs, Gad Elmaleh, Gims. J'ai fait un truc grandiose. En plus, j'en ai même pas parlé au public. Donc les gens venaient pour me voir à moi et c'était une plus-value au spectacle. Le 22 juin dernier, à 45 ans, vous êtes devenu le premier humoriste à jouer au Vélodrome. Vous êtes aussi le premier à avoir eu de la pluie à Marseille. On fait la répétition la veille, il doit faire 28, 30 degrés, grand soleil, pas un nuage. Je fais une répétition, pour rigoler, je me mets en caleçon. Je suis le seul mec à répéter en caleçon. Et le jour J, il fait super beau. Et je rentre pour me préparer dans les vestiaires. Et je reçois des messages, il pleut dehors. Il y a une pluie torrentielle. Je vais m'arrêter, c'est une blague. On m'envoie les vidéos, les gens avec des parapluies. Il fait beau 367 jours dans l'année. Le seul jour où il pleut, 2 heures, pluie diluvienne. C'était tout le long du show? 2 heures non-stop. On dirait que le ciel il s'était ouvert en deux. Moi, j'ai une théorie, je pense qu'il y a tous mes ennemis qui étaient sur le parking, qui faisaient une danse de la pluie comme ça. Je suis sûr, il n'y a pas d'autre explication. J'avais les cuirs compressés, je suis monté, on aurait dit un catcheur à la retraite, l'Undertaker, les cheveux mouillés. Alors, à aucun moment, je me suis dit qu'on allait annuler. J'ai vu Beyoncé l'année d'avant, l'été, pareil, la pluie. Elle était là, elle dansait pas parce qu'elle faisait des petits pas. Elle avait trop peur de se fracasser. Tu vois, elle était là, Single Ladies. Elle était...
Elle faisait des petits pas de chat, elle se donnait pas à fond. Et moi, le jour de mon show, il pleut et je pouvais pas annuler, c'était impossible. Et même, je suis descendu avec le public sous la pluie pour dire je suis avec vous, je prends l'eau, on va se mouiller ensemble, mais on va passer le meilleur moment de nos vies. Et je crois que c'est l'effet, comment on appelle ça? L'effet Murphy. Quand tu souhaites que quelque chose n'arrive pas, eh ben ça arrive. Vous en rigolez et ciblez les Parisiens qui vous ont mis l'œil. Est-ce que quand on est Marseillais, on peut un jour oublier cette rivalité? Oui, ben, c'est les mêmes, hein, les supporters de Marseille, les supporters de Paris, c'est exactement les mêmes personnes, mais qui supportent des couleurs différentes. Tu prends un Parisien, tu enlèves le foot, c'est un Marseillais. Pareil, Marseille, tu enlèves le foot, tu ramènes à Paris, il kiffe. Si on vous demandait de faire le même show au Parc des Princes, est-ce que vous accepteriez? Non! Voilà, je suis désolé. Ce que les gens savent moins, c'est que vous n'êtes pas le seul Bougueraba connu. Si vous réalisez votre premier film pour Ali Bougueraba, c'est loin d'être le premier, puisqu'il a également signé la saga à succès Les Secpa, avec un autre de vos frères, Hakim. Hakim. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de concurrence entre vous? Il y a aussi Hicham, qui est acteur, qui a créé la série Sous écrou, c'est lui qui a créé Secpa, qui est acteur. Donc non, il n'y a jamais eu de concurrence, parce qu'on ne fait pas la même chose. Ali est plus théâtral, Hakim il est dans la réalisation, Hicham il vient des web-séries. Et justement, l'humour, enfin ce côté artistique, ça vous vient de votre mère ou de votre père, vous pensez? Moi, je pense que c'est les deux, parce qu'ils ont un trait d'humour assez développé. L'improvisation, ça se travaille. Vous avez d'ailleurs bossé bien 10 ans avant de percer. Comment travaille-t-on de l'impro? Est-ce qu'on se fait une liste de vannes sur des thèmes précis, genre grosse tête, lui il a une sale coupe de cheveux, et après c'est des choses qu'on ressort comme des mécanismes? Comment ça se passe? Il peut y avoir ça, mais on essaie de jamais faire les mêmes. On essaie de justement alterner pour que les gens se disent « Ah ouais, on a vu 4 vidéos de lui », Ivan les chauffe, mais à chaque fois, il se renouvelle, il sort quelque chose. On part sur une base de quelque chose, mais après, c'est assez rapide, c'est l'inspiration. C'est pas que les chauves ou les gros ou les petits, il peut tout y avoir. Et le truc, c'est d'avoir beaucoup de culture générale pour justement s'inspirer des gens et d'enchaîner. Et avoir des refs. Exactement, on avait écrit des vannes qui peuvent passer pour des impros. Moi, le truc que j'aime beaucoup, c'est trouver la ressemblance chez une personne, avec une personne connue, et faire la vanne. Et souvent, quand c'est pertinent, il y a tout le monde qui rigole. Dans le film de Délocalisé, lorsque j'arrive en Inde, les ouvriers ressemblent tous à un artiste français qui sont Grand Corps Malade, Cyril Hanouna, Sarkozy. Donc ça, on l'avait écrit au préalable. Et on a casté les gens. Et la vanne fonctionne super bien. Mais il m'arrivait plusieurs fois que je me retrouve avec des sosies dans le public et faire la vanne et ça éclate de rire. Et d'ailleurs, avant de percer, c'était quoi votre vie? Ben, je faisais ça, mais gratuitement. Okay. Je faisais des blagues, mais je n'étais pas payé. Et comment vous avez décidé d'être payé pour ça, de devenir humoriste? Ben, c'est mon entourage, tous mes potes qui me disent « Ouais, tu es marrant, tu devrais monter sur scène, tu devrais monter sur scène. » Après, entre marrant dans la vraie vie et marrant sur scène, il y a un gap, il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que ça prend 10 ans. C'est Coluche qui disait ça. Ça prend 10 ans pour être connu du jour au lendemain. C'est-à-dire les gens, ils te connaissent du jour au lendemain, ils pensent que tu viens d'arriver, mais il y a 10 ans de travail acharné, de tournée, de vannes, de blagues, d'écriture. C'est comme un iceberg, tu vois, l'iceberg de la réussite, mais en bas, il y a le travail, l'abnégation, la résilience, la rigueur, la ponctualité, toutes les qualités qui font que, la chance, qui font que tu vas réussir. Et vous parlez justement de l'anonymat retrouvé en Inde, qui vous a fait du bien. Quand on entend des potes nous dire « faut que tu montes sur scène, faut que tu montes sur scène », il y a aussi cette part où on va vers quelque chose où on a la possibilité après de ne plus être anonyme. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vraiment en tête? Non, mais je n'avais pas anticipé ça. Mais comme je viens d'Angleterre à Londres, j'ai l'anonymat. Non, il y a énormément de Français, mais ils sont tous dans certains quartiers. Moi, je vis dans le nord de Londres, je suis perdu. Je suis dans un village de Game of Thrones. Si Marseille est la plus belle ville du monde, vous l'avez néanmoins quitté en 2012 pour vous installer à Londres avec votre épouse et vos 2 filles. Vous avez confié que votre femme en avait marre de Marseille. Pourquoi êtes-vous parti et pourquoi Londres? C'est pas que Marseille, c'est la France. Elle me dit, ouais, j'aimerais voir... voyager, aller vivre à l'étranger, une nouvelle expérience. J'écoute, on ne peut pas partir loin de la France. Si on peut partir, ça sera en Europe. Et comme moi, je dois être sur Paris pour mes spectacles, il faut une ville européenne, entre guillemets, pas loin de Paris. Tu as le choix entre Bruxelles et Londres. C'est pas pour dénigrer les Bruxellois, mais Londres, c'est un peu plus glamour pour tout ce qui en découle. Le monde de la nuit, les clubs de foot, l'architecture. Il y a un petit truc, petit New York, qui nous a intéressés, et même c'est anglo-saxon, on s'est dit on va à Londres. Et c'est comme ça qu'on est parti à Londres. Quand on pense à Londres, on pense souvent à la vie très chère, notamment depuis le Brexit. Est-ce que vous avez ressenti une vraie différence de qualité de vie avec la France? Ouais, c'est très cher, c'est très cher. Mais après, quand tu compares à Paris, c'est un peu plus cher que Paris.
Si tu compares Londres et Maubeuge, c'est sûr, ça n'a rien à voir. On sait que votre épouse est d'origine corse. Est-ce que vous avez songé à aller vivre sur l'île de Beauté? Non, c'est très bien la Corse pour les vacances, mais je pense que pour y vivre, tu peux te pendre. Hein. Tu te retrouves dans un village en Corse au mois de janvier. Non, mais tu peux pas, c'est impossible. Même les Corses eux-mêmes, ils te disent on quitte la Corse en hiver. Comment avez-vous d'ailleurs rencontré votre épouse? Sur Tinder. Ça n'existe sûrement pas. C'est pas vrai. Vous êtes trop ancien pour l'avoir rencontré sur Ouais, Tinder. Non, j'ai rencontré à Marseille, c'est une copine à nous qui nous a présenté. Ok, donc c'était une Corse déjà qui avait quitté la Corse. Ah ouais. Et pour le mariage d'ailleurs, vous aviez choisi la Corse ou Marseille? Londres. Londres. Eh oui. Vos filles parlent-elles parfaitement anglais? Ouais, elles sont bilingues, elles sont anglaises, elles ont le passeport anglais, parlent mieux anglais que moi, elles ont un petit accent anglais, britannique. Vous dites être un vrai papa poule, probablement pour pallier à vos absences. Ça ressemble à quoi un Redouane Bougueraba papa poule? Papa poule, yes man. Papa, on va? Oui. Oui. Elles n'ont même pas de finir la phrase, oui. Est-ce que lors de vos absences, votre épouse ne se sent pas trop isolée à Londres, loin de vos proches? Oui, ça peut arriver, mais dès que je peux, je reviens là. Après, là, c'est vrai que je suis parti depuis longtemps parce qu'il y a une grosse promo du film. Quand je rentre, je suis là que pour m'occuper d'elle. Quand j'arrive, je suis dédié à eux. Donc, ils amènent à l'école, je peux cuisiner, je cuisine, je fais les courses, le repassage. Non, c'est pas vrai, je ne fais pas le repassage. C'était pour la référence Charles Aznavour. Je lave, je repasse, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Est-ce que vos filles ont hérité de votre sens aigu d'improvisation? Ouais, la petite, elle est vraiment marrante. Même la grande, mais la petite. La petite, elle a 6 ans. 6 ans, ok. Il n'y a pas longtemps, elle dit, ouais, mon père est tunisien. Je dis, comment ça? Je suis Marseillais, moi. Je dis, oui, tunisien. Je dis, mais pourquoi tu dis tunisien? Mais c'est vrai, papa, tu joues au Tunis. Elle croyait que les gens qui jouent au tennis, c'était des Tunisiens. Elle m'a tué de rire. Je dis, mais non, c'est un sport de raquette. Mais t'es racketteur. Je dis, non. À l'ère des trends TikTok et plus largement des réseaux sociaux, est-ce que votre aîné vous apprend des nouvelles tendances et vous inspire? Non, elle peut pas. Moi, je suis super connecté. Non. Je crois qu'elle est plus déconnectée que moi parce qu'elle avait démarré super tôt TikTok. Ça s'appelait Musical.ly. J'en faisais avec elle. Et après, elle a décroché TikTok. Elle est plus Snap. Comment on gère au quotidien 2 enfants avec un tel écart générationnel? La grande sœur, elle s'occupe plus de la petite, mais c'est super bien à gérer parce que voilà, la grande, elle est autonome et la petite, elle réclame beaucoup de temps. Mais ce qu'il y a de bien, quand tu as une grande sœur qui est plus âgée que toi, tu économises l'argent pour la nounou. À l'aube de la majorité, là je vous fais un peu peur, elle va Ouais. bientôt avoir 18 ans, est-ce que vous vous êtes préparé au départ de votre aîné? Non, parce que la majorité, c'est 21 ans. On est passé sur la loi de Las Vegas. Et non, chez nous, la majorité, c'est 38. Elle a du temps encore. On n'est jamais prêt à l'indépendance de ses enfants, mais ça va arriver. Hein. Dans une interview à la Provence, vous parlez de votre belle-mère qui semble vous avoir inspiré le rôle de Josiane Malasco dans Délocalisé. Vous disiez que votre belle-mère vous voyait comme un arabe jusqu'à ce qu'elle vous voie devenir artiste. Est-ce que, comme dans votre couple, comme d'innombrables couples mixtes, vous avez souffert dans les débuts de certains préjugés ou de racisme ordinaire? Bien sûr, c'est qu'elle ait peur. Elle dit à sa fille, ouais, j'ai peur. Elle dit, mais t'as peur de quoi? J'ai peur qu'il t'amène vivre en Algérie. Mais je suis né à Marseille, je vais à Marseille. Elle dit, mais Marseille, c'est l'Algérie déjà. C'est un pléonasme ce que tu racontes. Mais c'est vrai que le regard des beaux-parents qui ne croient pas en vous, et après, dès que ça marche, comment ça peut changer? Ça, on le voit vraiment changer? Bien sûr, on le voit. Après, tu deviens le chouchou. Tu étais la personne la plus détestée non grata. Et après, dès que tu réussis, tu es la personne qu'on gratte le plus. Tu passes de non grata à very gratté. Votre épouse et vos filles vous suivent-elles durant vos tournées et est-ce qu'elles étaient présentes le soir du show au Vélodrome? Oui, les gros événements sont là. L'Olympia, elles étaient là. Les Dômes à Marseille, elles étaient là. Certains Zéniths, elles étaient là. Bercy, elles étaient là. Vélodrome, elles étaient là. Ça vous met une pression supplémentaire? Avant-première à Marseille, elles étaient là. Non, je suis content de partager ça avec elles. Ouais, c'est une fierté. De savoir que tu fais les choses avec les gens que tu aimes, pour les gens que tu aimes. La petite, même quand elle avait 1-2 ans, elle me voyait à la télé sur Click, elle disait, t'appelles papa? Elle dit, mais tu vois pas qu'il est à la télé? Elle lui disait, ben, est à la télé. Et c'est Gad Elmaleh qui vient d'ouvrir un comédie club dans la cité phocéenne. Vous lui avez pas dit que c'était votre zone? Non, c'est bien. Viggs, c'est très bien. Vu qu'il a ouvert, j'irai jouer là-bas, ça me fait plaisir. Je suis vraiment fier et content qu'il ouvre un comédie club à Marseille parce qu'on a besoin de lieux comme ça où la culture peut se développer. Et vous, c'est le type d'endroit que vous pourriez ouvrir? Comédie club? Pas en France, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Il faut être là sur place, il faut faire la programmation. Tu as les mecs du bar qui t'appellent, ouais, Redouane, il faut faire une vidéo, ou sinon on ne nous livre pas. Il y a un tel,
Tu te retrouves à passer des coups de fil et je pense que c'est chronophage. À 46 ans, vous avez donc fait le Vélodrome, joué au foot avec Zidane, ouvert un restaurant, réalisé votre premier film. Est-ce qu'en tant que grand parieur, vous auriez parié sur tous ces événements? Non. La cote était tellement élevée que j'ai défié la chronique. En parlant de paris, est-ce que vous êtes toujours aussi accro? Ah ouais, je joue toujours. Je peux pas regarder un match de foot si j'ai pas parié. Aucune adrénaline, il n'y a rien qui me... À part Marseille. Hein. Et maintenant, c'est quoi le prochain défi? Le prochain défi, on continue. J'ai un autre film qui sort au mois de juin, ça s'appelle La Route de Papa, le 18 juin. Et un autre film au mois d'octobre. Et après, je reviendrai en salle pour le spectacle. Merci beaucoup. Merci. C'était Redouane Bougueraba pour Pure People.